avec le recul, on se rend compte que c'est plutôt le régime de Brazzaville, c'est-à-dire M. Sassou Nguesso, qui est revenu aux affaires dans les conditions que nous savons, qui a des relations incestueuses avec le mouvement des FLEC. Incestueuse pourquoi? Parce que M. Sassou Nguesso a toujours voulu être comme ça une espèce de facteur de stabilité. C'est comme ça qu'il a vendu son statut au niveau international. C'est comme ça qu'il s'est présenté auprès des grandes puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies comme celui qui est capable de mettre la paix en Angola, en Centrafrique et autres. D'ailleurs, on l'appelle le fameux, il s'est autoproclamé le fameux empereur de la paix. Et donc, je pense pertinemment que depuis qu'il est arrivé aux affaires, et depuis un certain moment, les accords après la guerre et le soutien de Luanda, il y a eu comme une espèce de casus belli, d'autant plus que les Angolais ne se sont pas retrouvés en contrepartie de leur soutien au régime de Brazzaville. Oui, mais quel est le message que veut envoyer finalement l'Angola? L'Angola est bien conscient qu'il a aidé Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par coup d'État. Qu'est-ce qu'il lui reproche aujourd'hui? Mais il lui reproche tout simplement le fait que Sassou Nguesso héberge la base, est devenue une base aérienne des FLEC. Parce qu'il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport d'un certain nombre de services secrets des pays occidentaux et même des services secrets angolais ce rapport a démontré que la logistique, les armes détenues notamment par les éléments du FLEC, ces armes-là viennent de la force publique congolaise. Le régime de Luanda, parce que M. Lorenzo, qui aujourd'hui est aux affaires, il était déjà aux affaires, à une position dominante lors de l'invasion de l'Angola au Congo contre le régime du président Lissouba. Et ils se sont rendus compte que M. Sassou Nguesso les avait impliqués dans une affaire qui ne les concernait pas. Ils ont été plus ou moins dupés sur les prétextes même que M. Sassou Nguesso avait mis sur la table. Le deal avec le Rwanda, c'est aussi faire demain de Kigali la base aérienne de Kagame pour attaquer la RDC. Évidemment, puisque nous en parlons déjà, est-ce que dans comme il avait fait de la Likwala, la base aérienne de l'ancien président centrafricain, pour attaquer Touadéra. Ça a toujours été ainsi. Et aujourd'hui, on soupçonne même que Brazzaville risque d'être la base aérienne pour attaquer Ali Bongo. Donc, nous ne pouvons l'accepter que ce monsieur devienne comme une espèce il transforme le Congo comme une espèce de mercenariat pour déstabiliser la sous-région. Et il va comme ça prendre la posture de médiateur international, alors que c'est un pompier pyromane. En juin 2020, le chef du village Koulombo, dans le district de Tchambanzassi, nous sommes là, au Kwilu, et son secrétaire général furent assassinés par les éléments de l'armée angolaise sous le silence total de Brazzaville. Face à cet aveu d'impuissance caractérisé de Brazzaville, l'armée angolaise a récidivé le lundi 16 mai dernier aux environs de 22 heures, heure de Brazzaville, ouvrant le feu sur les populations du village Tandumbomba, dont le Kwilu toujours, cette fois-là, tuant 3 Congolais, parmi lesquels un agent de Green Service. Là encore, Brazzaville est toujours aux abonnés absents. On en parle aujourd'hui avec mon invité, M. Guy Mafimba Botoki, opposant politique congolais résident en France. Bonjour, M. Guy Mafimba, et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour, M. Christian Perrin, et tout le plaisir est pour moi et tout le plaisir est d'être encore en face de votre rédaction pour essayer comme ça d'apporter notre contribution à toutes les problématiques qui se posent à notre pays, et j'en profite pour saluer tous vos auditeurs et tous vos téléspectateurs en tout cas.
Merci, Monsieur Mafimba. Bonjour ou bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous compter parmi nous dans Droit de savoir. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez également les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Guy Mafimba Motoki, l'armée angolaise a fait une incursion au village, tant nous, nous sommes là, dans le district de Tchambanzassi, au Kwilu. 3 Congolais ont été tués avant que l'armée angolaise, en plus, ne déploie ses troupes à la frontière Congo-Angola. Qu'est-ce qui peut expliquer ces incursions à répétition? Alors, bien entendu, tout observateur, comme les compatriotes, comme les Congolais, sont surpris, nous aussi à l'extérieur, nous sommes surpris de ce que je qualifierais plutôt d'un silence coupable des autorités de Brazzaville face à cette énième incursion de l'armée angolaise au Congo-Brazzaville. Mais il faut faire un bref historique sur les relations souvent tendues entre le Congo-Brazzaville et l'Angola par rapport au statut ou à la nature du conclave de Cabinda. Je ne reviendrai pas sur l'histoire véritable parce que on la connaît peu, en tout cas personnellement je la connais peu, mais tout est-il que le Cabinda est considéré comme une enclave qui dépend du régime de Luanda, du territoire national angolais. Alors, en cela, il y a souvent eu des incursions suite aux velléités, entre guillemets, d'indépendance proclamées et souvent des flecs. Vous vous souvenez des flecs? Je me souviens encore très jeune, au temps du président Mariam Gwabi, le FLEC, le mouvement d'indépendantiste du Cabinda, essaie souvent utilisé pour déstabiliser le régime du Congo-Brazzaville. Et je me souviens toujours de ces meetings qu'organisait le président Mariam Gwabi pour dénoncer une espèce de coalition entre le FLEC et ce qu'on appelait à l'époque l'impérialisme français. Et ça continuait, je passe. Et nous pensons même aussi que l'assassinat du président Mariam Gwabi est parti aussi de tout cela. Bon, je continue jusqu'à ce qu'on arrive, passant Sassou 1, au niveau lorsque le président Lissouba arrive aux affaires, par les urnes, bien entendu. Et vous vous souvenez qu'en 97, l'une des raisons, l'un des prétextes, on va dire, du pouvoir de Luanda pour envahir le Congo-Brazzaville lorsque le Sassou Nguesso a déclenché son coup d'État, le prétexte c'était à la fois les forces de Savimbi et les FLEC qui seraient du côté des forces de Savimbi pour déstabiliser le pouvoir de Luanda. Mais tout est-il que l'histoire a tranché, ça a été juste un prétexte. Alors, je viens maintenant pour répondre véritablement à votre question en se disant que, avec le recul, on se rend compte que c'est plutôt le régime de Brazzaville, c'est-à-dire M. Sassou Nguesso, qui est revenu aux affaires dans les conditions que nous savons, qui a des relations incestueuses avec le mouvement des FLEC. Incestueuses pourquoi? Parce que M. Sassou Nguesso a toujours voulu être comme ça une espèce de facteur de stabilité. C'est comme ça qu'il a vendu son statut au niveau international. C'est comme ça qu'il s'est présenté auprès des grandes puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies comme celui qui est capable de mettre la paix en Angola, en Centrafrique et autres. D'ailleurs, on l'appelle le fameux, il s'est autoproclamé le fameux empereur de la paix. Et donc, je pense pertinemment que depuis qu'il est arrivé aux affaires et depuis un certain moment, les accords après la guerre et le soutien de Luanda, il y a eu comme une espèce de casus belli, d'autant plus que les Angolais ne se sont pas retrouvés en contrepartie de leur soutien au régime de Brazzaville. Oui, mais quel est le message que veut envoyer finalement l'Angola? L'Angola est bien conscient qu'il a aidé Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par coup d'État. Et qu'est-ce qu'il lui reproche aujourd'hui?
Mais il lui reproche tout simplement le fait que Sassou Nguesso héberge, la base est devenue une base aérienne des FLEC. Parce qu'il y a eu un rapport, d'un certain nombre de services secrets des pays occidentaux et même des services secrets angolais, ce rapport a démontré que la logistique, les armes détenues notamment par les éléments du FLEC, ces armes-là viennent de la force publique congolaise. Vous savez, avec des séries, on peut tracer. Et même Si je comprends par là, vous voulez nous dire que, disons, Brazzaville alimente le front de libération de l'État du Cabinda, c'est ça? Absolument, c'est vraisemblable. Pour deux raisons. La première raison, vous savez que nous avons une force publique qui est véritablement corrompue. Et on s'est rendu compte qu'il y a des officiers qui vendaient quasiment des armes de guerre aux éléments de FLEC. Et il y a une deuxième raison que je venais de soulever tout à l'heure. La raison est beaucoup plus politique, dans cette espèce de cynisme de M. Sassou Nguesso, qui a toujours voulu comme ça d'avoir avec lui, on va dire, des capacités de nuisance pour faire la pression sur une puissance lorsqu'ils sent que cette puissance-là devient de plus en plus distante. Et depuis le départ de M. Dos Santos, les relations entre Luanda et Brazzaville sont tendues. Pourquoi? Parce que depuis que le nouveau président Lorenzo est arrivé, vous savez bien qu'il est arrivé par la voie démocratique, et il a commencé comme ça à sainir les finances publiques, à s'attaquer au clientélisme, à s'attaquer à la kleptocratie qui était le fondement même du régime de Dos Santos, ce qui ne peut pas plaire, bien entendu, au régime de Brazzaville. Il y a une distance sur la gouvernance. Et le régime de Brazzaville, par rapport à cela, estime qu'il peut avoir comme ça une capacité de nuisance pour essayer de garder, tenter de garder en tout cas le président Lorenzo dans les frontières. Or, le président Lorenzo, c'est à la fois une puissance militaire, c'est une puissance politique aussi, une puissance régionale, parce qu'elle est en phase avec la gouvernance moderne. Elle est entre guillemets devenue, le régime, en tout cas, il est devenu un allié des grandes puissances comme les États-Unis, la France et autres, parce qu'ils ont comme ça mis en place une gouvernance politique et économique tout à fait saine. Et en cela, M. Sassou Nguesso ne peut pas, n'accepte pas de ne plus être, on va dire, comme une espèce de facteur de stabilité ou, comment je peux dire ça, voilà, une pointure, une posture qu'on devrait convoquer lorsqu'il y a des crises, qu'on devait consulter. Il n'aime pas ça. Sassou Nguesso, il aime toujours, il est tellement imbu de sa personne, il pense qu'il doit être incontournable. Or, ce qui se fait aujourd'hui, quand il y a un conflit, le dernier d'ailleurs, entre la RDC et le Rwanda, je crois qu'on y reviendra, la personne que le président Macky Sall a responsabilisée pour essayer de jouer la médiation, ce n'est pas Sassou Nguesso, c'est Lorenzo. Donc, évidemment, donc je disais, de plus en plus, on assiste à ces incursions de l'armée angolaise, soit c'est à Kimongo tout le temps et vers Tchambandassi, où finalement il y a toujours des morts. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, quand c'est comme ça, disons Brazzaville, le gouvernement congolais est silencieux. Est-ce que c'est pour dire que les Congolais ne peuvent finalement plus jamais compter sur le gouvernement congolais pour les protéger contre ces incursions, contre une agression armée, par exemple? Là encore, c'est l'Angola. Donc, demain matin, ça sera peut-être un autre pays. Mais monsieur Perrin, nous n'avons pas une armée dont la doctrine est de protéger le territoire national. Nous avons une armée dont la doctrine essentielle, c'est de protéger ceux qui sont au pouvoir. C'est comme l'armée congolaise aujourd'hui, c'est comme une garde prétorienne au service d'un homme qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Donc, ce n'est pas leur vocation. C'est pas leur vocation. Et non seulement ce n'est pas leur vocation, cette armée n'est pas organisée de cette manière-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, M. Sassou Nguesso sait pertinemment que le régime de Luanda connaît la capacité de nuisance de M. Sassou Nguesso. Donc, il sait, avec les éléments qu'ils ont, les éléments, c'est-à-dire
sur la présomption de M. Sassou Nguesso de nuire au régime de Luanda, que ça ne sert absolument à rien de réagir. Il faut faire le dos rond. Par exemple, laquelle j'ai parlé d'une complicité quasiment coupable, en se disant ah, nous sommes coupables, mais nous ne sommes pas forts. Continuons seulement à titiller cette capacité de nuisance, mais n'osons pas aller plus loin parce que le jour qu'ils vont décider d'arriver à Point Noir, l'armée angolaise arrivera à Point Noir. Mais là où les choses ont changé aussi, parce que c'est important que nos téléspectateurs et nos compatriotes le sachent, c'est que le régime de Luanda, parce que M. Lorenzo, qui aujourd'hui est aux affaires, il était déjà aux affaires, à une position dominante lors de l'invasion de l'Angola au Congo, contre le régime du président Lissouba. Et ils se sont rendus compte que M. Sassou Nguesso les avait impliqués dans une affaire qui ne les concernait pas. Ils ont été plus ou moins dupés sur les prétextes même que M. Sassou Nguesso avait mis sur la table. Or, le régime de Luanda est redevable du Congo-Brazzaville. Pas de M. Sassou Nguesso, mais du redevable du Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville a été la base arrière du MPLA lors de la bataille la libération de l'Angola. Donc, il y a comme une dette morale, une dette politique du régime de Luanda. Je le dis encore, Lorenzo était déjà là, au temps de Lissouba, une dette. Et par rapport à cela, ils se sentent plus ou moins coupables d'avoir installé, imposé M. Sassou Nguesso au pouvoir, alors que les prétextes étaient fallacieux, et ils se rendent compte que celui qui s'autoproclamait être un progressiste n'était que le valet local de l'impérialisme français. Et donc, l'Angola, qui a un peuple qui a une conscience historique et une conscience nationale avérée, aujourd'hui, a pris ses distances à l'égard du régime de Brazzaville. Et ça, M. Sassou Nguesso le sait, et ça, M. Lorenzo le sait. Et bien évidemment, donc là, on se rend compte que le gouvernement congolais, sinon le régime de Brazzaville, se comporterait comme en fait un vassal de l'Angola, où l'Angola peut venir faire tout ce qu'il veut, personne ne le touchera, mais parce que quelque part, on se dit, nous devons notre pouvoir à l'Angola parmi ceux qui les ont ramenés, bien sûr, au pouvoir. Donc, il y a l'Angola. Quand c'est comme ça, on ne peut rien contre l'Angola parce qu'on ne peut pas comprendre comment se fait-il que les Congolais sont tués tout le temps, mais que Brazzaville ne réagisse pas. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Que doivent faire les Congolais? S'autodéfendre? Monsieur Christian-Perrin, je ne parlerai pas de vassalité, je parlerai d'un État voyou qui est là par effraction. De Luanda, contribuer à imposer M. S'ils ont la capacité ou ils ont une raison ou une autre d'aider le peuple congolais à se débarrasser de M. Sassou Nguesso, du régime de M. Sassou Nguesso, le régime de Luanda ne va pas hésiter. Pourquoi? Ça ne serait que rendre justice à l'injustice qu'ils ont par omission, imposée au peuple congolais. Ce ne serait que justice. Bien au contraire. Donc, ce n'est pas une vassalité. M. Sassou Nguesso et son régime sont en fait dos au mur. Ils ne peuvent pas, parce que c'est comme un voleur. Il y a un adage qui dit Lokuta et Mataka na ascenseur. Vérité Zoaka escalier Pekobi. Aujourd'hui, en fait, la vérité est du côté de Luanda. Ils ont compris qu'ils ont aidé à la prise de pouvoir d'un homme qui n'était qu'un valet local, véritablement, de l'impérialisme, qui n'était qu'un bouffon, qui n'était qu'un usurpateur. Et aujourd'hui, ils ont... bon, je pense que beaucoup parmi nous, les politiques qui côtoyons un peu ces milieux angolais, aujourd'hui, ils sont très malheureux de constater qu'ils ont joué un rôle historique néfaste, et s'ils ont la possibilité de redresser ce tort qu'ils ont causé à la construction de notre pays, ils n'hésiteront pas. Alors donc, je disais tout à l'heure, comment devront faire finalement les populations dans ces localités qui sont d'ailleurs frontalières avec l'Angola, comment doivent-elles faire pour se défendre? Parce que si déjà l'armée congolaise, sinon le gouvernement congolais ne peut pas les défendre, comment doivent-ils faire? Nos populations, les habitants, oui, les populations limitrophes,
je pense que, un, ils doivent considérer le peuple angolais comme un peuple frère. Un. Et deux, c'est à celles et à ceux qui s'opposent au régime de Brazzaville de prendre langue avec les autorités angolaises et de leur traduire dans les faits, à travers des arguments, comment je peux dire, le mode opératoire qu'ils devraient utiliser s'ils ont la certitude que les FLEC ont une base aérienne à Pointe-Noire, ils doivent trouver le mode opératoire afin d'éviter les dégâts collatéraux à l'égard de notre peuple. Parce que comme j'ai dit tantôt, à ce moment-là, ils risqueront de s'attirer aussi la foudre des FLEC. Bah, écoutez, si les FLEC font du Congo-Brazzaville une base aérienne, c'est à nous, Congolais, de ne pas l'accepter. On n'a pas accepté les FLEC comme base aérienne. Et ça a été de tout le temps le comportement de M. Denis Sassou Nguesso. On y reviendra. Le deal avec le Rwanda, c'est aussi faire demain de Kigali la base aérienne de Kagame pour attaquer la RDC. Évidemment, puisque nous en parlons déjà, est-ce que dans comme il avait fait de la Likwala, la base aérienne de l'ancien président centrafricain, pour attaquer Touadéra. Ça a toujours été ainsi. Et aujourd'hui, on soupçonne même que Brazzaville risque d'être la base aérienne pour attaquer Ali Bongo. Donc, nous ne pouvons l'accepter que ce monsieur devienne comme une espèce il transforme le Congo comme une espèce de mercenariat pour déstabiliser la sous-région, et il va comme ça prendre la posture de médiateur international, alors que c'est un pompier pyromane. Voilà ce que nous devons expliquer, non seulement aux pays limitrophes, aux dirigeants limitrophes, et surtout à notre peuple, pour que, plus ou moins, on puisse nous extirper cette espèce de virus qui s'appelle M. Sassou Nguesso, qui est en train de détruire notre pays de l'intérieur comme de l'extérieur. On peut penser que cette adversité de l'Angola entre le Congo, qui d'ailleurs pousse tout le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, l'armée angolaise à faire des excursions au Congo-Brazzaville, est-ce qu'on peut penser, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, les derniers accords, puisque c'était une série d'accords de coopération, mais on peut retenir les deux qui font parler et qui font couler ton d'encre et de Saint-Livre, notamment la concession de 12 000 hectares de terre et les accords de défense qui ont été passés dernièrement entre le Congo et le Rwanda, peuvent être également un motif qui peut fâcher les voisins, j'allais dire, mais ici, dans le cas de ce que nous disons aujourd'hui, l'Angola. Monsieur Christian Perrin, je suis très heureux de revenir sur votre plateau pour effectivement faire une espèce de continuité avec le premier sujet que nous venons de décrypter. Oui, évidemment, la fois dernière, vous prédisiez que ces accords pouvaient fâcher l'Angola. Je suis très heureux parce que vous avez été la première rédaction, effectivement, à me donner la possibilité d'expliquer et de décrypter. Nous étions à peine une semaine après la signature des accords. Nous avons fait une analyse prospective et nous avons comme ça réussi à démontrer les agendas cachés à travers ces accords que j'ai appelés à la fois des accords léonais et des accords qui visaient, qui avaient pour but la visée hégémonique et prédatrice de Kagame et du Rwanda. Alors, effectivement, il y a une continuité. Lorsque M. Sassou Nguesso s'allie avec... il est encore opposant au président Lissouba. Mais il s'allie dans une espèce de prétexte fallacieux à l'Angola, pour que l'Angola, bien entendu, avec la caution de Paris, Jacques Chirac, pour que l'Angola le soutienne pour qu'il prenne le pouvoir. Et là, nous sommes dans un autre registre. Il est aux affaires. Mais il est menacé à travers son pouvoir qui est déclinant, sa santé qui est déclinante. Mais en même temps, il se dit, je dois conserver le pouvoir. Si je n'arrive pas, je dois passer le pouvoir à mon fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut recourir à des alliés. Et les accords qui ont été signés, notamment les 2 ou les 3, les plus sensibles, qui ont été signés avec Kagame, c'est une convergence d'intérêts. Kagame, il est dans sa vision hégémonique et prédatrice. Il veut s'installer à Brazzaville à la fois pour avoir comme ligne de mire la proximité avec Kinshasa. En même temps, il se dit,
l'Angola, c'est une puissance, mais au niveau du Cabinda, il y a des richesses considérables. Ça ne sera pas mauvais qu'on puisse déstabiliser ce côté-là pour qu'on puisse, bien entendu, exploiter tranquillement. Et bien entendu, il y a aussi, ça c'est les intérêts ou la vision de Kagame. Mais il y a une convergence avec les intérêts ou la vision de Sassou. Sassou, comme j'ai dit tantôt, il veut conserver le pouvoir, il veut passer à... Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, écoute, moi, je ferme les yeux. S'il faut s'allier avec le diable pour conserver le pouvoir, je ne vais pas hésiter. Il demande aux Rwandais, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons des terres pour installer nos troupes qui seront masquées en agriculteurs, fermiers et autres. On leur donne 12 000 hectares de terre, plus de 3 fois la superficie de Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ils se disent, mais écoutez, monsieur, ça ne peut pas continuer. Il nous faut trouver des prétextes juridiques. Ils font signer des accords militaires et de défense. Après, ils se disent, bon, écoutez, il nous faut des zones stratégiques, notamment pour Kinshasa et l'Angola. Ils proposent le fameux port minéralier de Dolisie, qui est à 50 km de la frontière avec Cabinda, et Maluku, qui est à portée de canon de Kinshasa. La boucle est bouclée. Monsieur Perrin, depuis que nous avons commencé. Et finalement, oui, pendant que je suis en train de dire, finalement, ces endroits sont stratégiques, ont été sélectionnés, mais vraiment, comme vous l'avez dit, pour des ambitions telles qu'expliquées là, pour permettre finalement à son partenaire d'avoir en fait la vue, comme qui dirait, sinon la main sur ses adversaires, entre guillemets. Mais bien entendu, M. Perrin, lorsque nous avons commencé à décrypter ces fameux accords, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une mobilisation. Les politiques se sont mis là-dessus, la société civile et autres. Il y a une pression. Est-ce que depuis les 3 accords sur la zone économique spéciale de Maluku, l'accord de défense militaire, l'accord sur les 12 000 hectares, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pris connaissance de ces accords? Ça veut dire quoi? Quand c'est opaque, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Ça, c'est de 1. Oui, même au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas encore dévoilé, ni au Sénat, personne ne connaît ce qui se passe. Personne. Nous avons même des compatriotes qui se sont rendus, comment on appelle ça, là où, au niveau du secrétariat général du gouvernement, pour prendre connaissance. Personne ne leur dit quoi que ce soit. Parce que ces accords, ce sont des accords confidentiels, léonais, qui ont des clauses hypersensibles. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la plus grave, c'est que à travers ces accords, M. Sassou est en train à la fois d'importer des conflits qui ne sont pas les nôtres sur le territoire national et en même temps aiguiser les couteaux à travers nos 3 voisins qui sont pays voisins, l'Angola, la RDC et le Gabon. Et lorsque vous avez parlé tout à l'heure des FLEC, mais les Angolais ont, je crois, l'un des services les plus outillés, des services secrets bien entendu. Ils ne sont pas dupes de se dire que pourquoi il y a cette recrudescence des activités des FLEC. Ils sont mieux armés, ils s'attaquent mieux aux positions de l'armée angolaise et autres. Il y a anguille sous roche. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Nous avons vécu la réactivation du M23 du côté de l'Est de la RDC. Comme par hasard, après la signature des accords entre Kigali, après la signature de l'axe Kigali-Brazzaville. Et entre-temps aussi, je crois que ça vous a certainement échappé, il y a eu des incursions du côté du Gabon. Les Gabonais se sont plaints la dernière fois du côté de la cuvette ouest. Parce qu'on voyait des Blancs, je ne sais pas quoi, qui venaient pour aller venir regarder, je ne sais pas quoi, faire de l'exploration et autres. Après, ils fouillaient. Bref, les 3 frontières, on sent que ça bouge. On sent qu'il y a une tension. Oui, mais tel que vous êtes en train de l'expliquer, quel serait donc l'intérêt finalement de Denis Sassou Nguesso d'exposer le Congo à ce point-là? Monsieur Sassou Nguesso n'aime pas le Congo, monsieur Christian Perrin. Monsieur Sassou Nguesso aime le pouvoir. Pour lui, pour sa famille et pour son clan. Quand on s'est permis de renverser le président Lissouba,
aller prendre à l'époque les Hutus rwandais, qui étaient des génocidaires, aller prendre les Tchadiens, les Marocains, les Angolais, pour venir faire ce qu'ils ont fait dans le pool, dites-vous bien que ce monsieur, pour le pouvoir, il est prêt à tout. Je vous ai dit tantôt, il y a une convergence d'intérêts entre Kigali et Brazzaville. Kigali, vision hégémonique, prédation. Brazzaville, conserver le pouvoir, sinon faire une dévolution monarchique. Convergence d'intérêts, il s'en fout. Vous me passez le terme du Congo. Quoi qu'il arrive, il s'en fout. Mais là où il se trompe maintenant, je vous ai dit tantôt, lorsque nous avons commencé à décrypter, on nous a pris pour des fous. Mais on a vu quoi? On a vu une mobilisation de la société civile, on a vu une mobilisation des politiques congolais. Maintenant, il faut passer de la phase de la mobilisation à la phase de l'action. Oui, des actions pour contrer et pour faire échec à cette tentative, comment je peux dire ça, de vassalité du Congo à Kigali cette fois-ci, et qui va transposer les conflits et qui va amplifier les risques de la disparition du Congo en tant qu'État-nation. Juste une parenthèse, monsieur Perrin, Christian Perrin. Vous savez que nous sommes déjà menacés, je le dis souvent. Nous sommes un pays très endetté. On a des créanciers partout, qui viennent de partout. Ça, c'est la gestion socio-économique et financière du Congo. Nous sommes un pays, demain, on peut se réveiller un matin, on dit, on a acheté déjà, les Turcs prennent, je ne sais pas, Maluku, parce qu'on doit, les Chinois. Et à cela, M. Sassou ajoute un deuxième risque de disparition de notre pays, c'est-à-dire la transposition des conflits. Conflits entre les Hutus et les Tutsis, parce que n'oublions pas, il y a 8000 Hutus à Brazzaville. Et lorsque vous avez suivi, la parenthèse encore, ce qui se passe à l'Est, moi j'ai suivi hier le représentant du Rwanda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, nous sommes attaqués comment dirais-je, à la RDC parce que la RDC serait en train de couvrir le FDR, c'est-à-dire le mouvement Hutu rwandais qui, soi-disant, menace le régime de Kigali. Si pour Kigali, le FDR existe encore, c'est un mouvement qui veut commettre encore un génocide, mais ils sont 8000 à Brazzaville. Mais M. Kagame peut venir leur faire la chasse à Brazzaville. Premier risque de conflit. Deuxième risque de conflit, ils se pointent à Maluku aujourd'hui, Kinshasa sera obligé d'intervenir. Deuxième risque de conflit, parce que Kinshasa sera obligé de réagir, parce que Maluku est à portée de canon de Kinshasa. N'est-ce pas? Troisième risque de conflit, le port minéralier de Dolisie, qui est à 50 km du Cabinda. Oui. Il se pointe là, l'Angola sera obligé de réagir parce que déjà ils ont des problèmes avec les FLEC. S'il y a une puissance militaire hostile qui se pointe là, avec sa capacité de nuisance, l'Angola ne va plus s'arrêter à la frontière, va arriver jusqu'à Pointe-Noire, sinon jusqu'à Dolisie, pour virer, parce qu'ils vont dire, c'est ce qu'on appelle le droit de poursuite. Imaginez un seul instant, pour le troisième risque. Il y a une incursion des FLEC. Les Angolais vont dire droit de poursuite, ils vont aller jusqu'à Dolisie. Parce que pour eux, bon, les gars vont aller se mettre derrière les Rwandais, qui sont mieux outillés. Troisième risque de conflit. Et bien entendu, avec les Hutus, j'ai parlé du premier, donc troisième risque de conflit. Donc, nous avons comme ça des conflits que M. Sassou Nguesso est en train d'importer dans notre pays, pour la simple raison que le seul objectif de ce monsieur et de son gouvernement et de son régime, c'est de conserver le pouvoir par tous les moyens. Et s'ils n'arrivent pas à conserver le pouvoir, ben, il faut faire une espèce de dévolution monarchique de pouvoir et remettre à M. Christelle Sassou Nguesso, que j'ai qualifié d'Angwalima. Voilà véritablement… Oui, mais avec le contexte qu'il est en train de… Avec le contexte qu'il est en train de créer autour de lui, sinon, tel que je l'ai dit tout à l'heure, en train d'exposer le Congo à ces différents conflits que vous venez d'ailleurs d'expliquer. Et de l'autre côté, comme vous l'avez dit, il veut se faire succéder par son fils. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est que quelqu'un qui est partant d'ailleurs, donc qui va probablement abandonner le pouvoir au profit de son fils, puisse créer finalement
ces conditions, j'allais dire, un cocktail explosif pour le laisser entre les mains de son fils. Il y a quand même quelque chose qui ne semble pas marcher là. Évidemment, ça peut être perçu comme incohérent. Non. Il faut lui accorder une espèce de cynisme. Il se dit quoi? Que je peux mourir au pouvoir comme je peux avoir du mal à conserver ce pouvoir-là, malade ou pas malade, n'est-ce pas? Et il faut prévoir une dévolution. Mais il sait pertinemment que ce n'est pas à travers une élection présidentielle en bonne et due forme organisée, surtout depuis ce qui s'est passé à Malabo. On y reviendra certainement à une autre émission. Donc, il est convaincu, et il n'est pas fou, entre guillemets, il est convaincu que ce n'est pas à travers une élection, c'est à travers une espèce de situation exceptionnelle, comme il avait fait à l'époque avec Mariam Ngouabi. On crée une espèce de coup d'État de palais, on organise une dévolution monarchique, comme on a fait avec Faure et Adema. Et monsieur Christian Perrin, moi, je suis toujours un peu dans une espèce de cohérence dans mes idées. Lorsqu'à l'époque, j'avais décrypté cette histoire du changement de la modification de la Constitution à travers l'article qui faisait passer, comment on appelait ça, l'état de siège et l'état d'urgence de 30 à 90 jours. J'avais parlé déjà de l'arme juridique dont se dotait ce régime pour qu'en cas d'une situation insurrectionnelle, dans une faction, que les accords militaires, le jour qu'on découvrira les accords militaires, qu'on aura ça sur la table, vous allez voir, je suis convaincu qu'il y a une clause, lorsqu'il y a une situation insurrectionnelle au Congo, l'armée rwandaise peut intervenir. Je suis convaincu qu'il y a une clause dans ce sens-là. Je suis convaincu qu'il y a une clause. Par exemple, laquelle ils n'osent pas la publier. Donc, ce qui est perçu comme une incohérence, en fait, c'est une cohérence dans le cynisme politique qui caractérise M. Sassou Nguesso. Il veut avoir en fait une longueur d'avance. Et nous devons toujours avoir la capacité d'avoir plus de longueur d'avance que lui et surtout de construire une dynamique de contre-projet, une dynamique de contre-offensive pour enrayer ces visées machiavéliques contre notre pays, contre notre peuple et contre notre destin. Évidemment, parmi, en fait, vous venez de citer les trois raisons des conflits ou trois types de conflits qui sont finalement transposés, qui pourront être transposés au Congo-Brazzaville. Il n'y a que dans l'accord de concession de 12 000 hectares de terre, il y a une clause qui dit qu'on ne peut pas nationaliser ce patrimoine, c'est-à-dire le Congo n'aura pas la possibilité de nationaliser ce patrimoine, donc de le récupérer. Est-ce qu'on peut aussi interpréter cela comme étant finalement une cession? On a cédé ça au Rwanda et qu'on leur a dit, vous gardez ça éternellement et ça sera pour vous, probablement pour venir installer les troupes qui vont, comme vous l'avez dit, chercher à contrôler un peu la zone ou la sous-région. Mais vous avez là évoqué le quatrième risque de conflit. Mais ça, ce sera un conflit interne. Un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avec des gens, un peu ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Parce que cette histoire de concession ou cession, parce que jusqu'alors, on ne sait pas, est-ce une cession, est-ce qu'une concession, personne n'est capable de nous dire exactement de quoi il s'agit. Mais il y a un cas de figure déjà qui est flagrant, M. Christian Perrin. On ne fait pas attention. La route nationale numéro 1, Pointe-Noire, Brazzaville, construite par les Chinois, une dette. Endettement, on ne sait même pas, plus de 500 milliards, je ne sais pas combien. Bouf, une fois que la route est finie, nous sommes dans l'incapacité de rembourser la dette. Oui. Qu'est-ce que les Chinois disent? Ils disent, vous faites une concession. Vous nous concédez. Et c'est une société chinoise, c'est une société de droit congolais, mais où il y a une part, où il y a les Chinois et les Français qui aujourd'hui gèrent la route Pointe-Noire. Et depuis un moment, on commence à se plaindre. Les produits sont devenus extrêmement chers au niveau de Brazzaville, les pénuries de carburant, mais l'État n'a plus quoi? La capacité, parce que l'État est actionnaire minoritaire, l'État n'a plus la capacité d'influer sur les prix des péages.
Et C'est ce qu'on curieusement, appelle une on n'informe pas les perte. Congolais, malheureusement, ce genre d'informations ne sont pas données au public. Et voilà. Aujourd'hui, c'est cela. Lorsque vous voyez M. Collinet Makosso incapable de vous dire pourquoi et ils vous disent, ils vous parlent de, comment ils appelaient ça, le plan de résilience. C'est du n'importe quoi. Ce sont des mots. C'est tout simplement parce qu'ils sont incapables, parce que actionnaires minoritaires dans la société de gestion de cette route nationale numéro 1, toutes les routes d'ailleurs, nous avons concédé. Donc nous ne pouvons pas influer sur les prix. Donc nous avons perdu notre souveraineté sur ce qu'on appelle l'épine dorsale de l'économie nationale congolaise. Mais c'est ce qui va arriver avec cette cession ou concession des terres. Mais c'est là où je parle de quatrième risque, monsieur Christian Perrin. Bon, nous sommes de Brazzaville, on est relativement épargnés. Mais imaginez mes parents qui sont au plateau dans la Likwala. Il y a des gens, il y a des Rwandais qui débarquent et disent non, nous allons prendre 12 hectares ici. Là. C'est une guerre civile que vous allez provoquer. Vous allez provoquer une guerre civile. Au nom de quoi, dans la Bouenda, il y a des gens qui vont débarquer, vous dire, les Rwandais vont débarquer et dire, ah, nous allons prendre. Au nom de quoi? Nous avons déjà des questions relatives aux droits coutumiers et autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Raison pour laquelle nous avons parlé de haute trahison. C'est un acte de haute trahison. Parce que il y a différentes, je n'ai pas en tête, dans la Constitution, ce qui s'est passé, et c'est, je crois, Mathias Nzor qui l'a bien rappelé, ce qui s'est passé, c'est un acte de haute trahison. Normalement, cet accord devait être retoqué au niveau du Parlement congolais. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui, nous ne devons plus s'arrêter à la mobilisation ou à la conscientisation. C'est aussi la même question qu'on pose. C'est la question qu'on pose à vous qui êtes les opposants politiques, que de dénoncer toujours ou de faire des commentaires sur l'actualité politique. Pourquoi ne passez-vous pas à l'action, c'est-à-dire porter carrément plainte contre le gouvernement congolais pour avoir évidemment conclu ce genre d'accord qui, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, jusqu'à aujourd'hui demeure secret. Et c'est curieux quand même qu'on cède 12 000 hectares de terre et qu'on n'en parle pas aux Congolais, que les Congolais ne puissent pas avoir accès à ce document pour comprendre exactement de quoi s'agit-il, puisque dans 2 matins, vous l'avez dit, le Rwanda ou les Rwandais peuvent débarquer au Congo pour dire, écoutez, nous on prend telle zone ou telle autre zone et commencer à surprendre les Congolais. Tout à fait. Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Pourquoi vous ne pouvez pas vous constituer pour porter carrément plainte? La plainte, c'est une piste. En dehors de la plainte, je pense qu'il y a autre chose à faire. Il faut aller de manière frontale. Nous, en Lingala, à Potopoto, on dit tant que comme on peut mourir pour sa terre. Quel est ce pays qui peut supporter que... Je vous ai pris l'exemple de l'Est de la RDC. Le M23, c'est quoi? Oui, à peine avant-hier, là déjà, il y a 2 soldats rwandais qui ont été capturés, je crois, par l'armée des FARDC. Le M23, ce sont les Banyamulenge qui ont vécu en RDC là-bas, et puis aujourd'hui, qui se disent, ah non, nous sommes, entre guillemets, martyrisés par le pouvoir central, on veut aussi nos terres. C'est ça l'origine de la création du M23. Mais demain, nous allons avoir ces problèmes-là comme on a eu avec la guerre en Côte d'Ivoire. Non, il faut aller de manière frontale. Moi, j'essaie de dire ce que nous pouvons faire de l'extérieur. Il y a des choses qu'on peut dire là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire là. Je vous ai tout à l'heure dit, M. Sassou Nguesso, c'est un virus. C'est un virus, il vient de créer un axe Kigali-Brazzaville, moi je dirais plutôt Kigali-Sassoulande, qui est un facteur non seulement d'instabilité de la sous-région, mais de déstabilisation du Congo et de la perte de souveraineté du Congo. Nous devons créer un axe Brazzaville, parce que c'est nous qui avons la légitimité. Lui n'a pas la légitimité. Kinshasa, Luanda. Et j'implore, je pousse ceux qui sont à Brazzaville, c'est de leur droit de tisser des passerelles avec Kinshasa, parce que nous avons la même problématique qui s'oppose. C'est comme quelqu'un qui est venu prendre le diable qui a amené dans la maison et le loup est en train de bouffer tout le monde. On va pas jouer seul. Il faut jouer avec les autres. Il faut travailler avec la société civile en RDC, travailler avec la société civile à Luanda,
Et de l'intérieur, nous devons cesser avec les communiqués de presse et nous devons passer à des phases de sitting, à des phases d'appel à la marche, pour exiger la publication de ces accords, à la marche pour exiger que ces accords soient transmis au niveau du Parlement de M. Sassou Nguesso lui-même. Il faut absolument qu'on aille à l'affrontement. L'affrontement, ce n'est pas aller faire la guerre. L'affrontement, c'est exiger la plénitude de sa citoyenneté. C'est de dire que nous ne pouvons pas accepter qu'un monsieur puisse comme ça vendre notre souveraineté à un État étranger. Donc, ce que vous dites, monsieur Christian Perrin, est tout à fait valable. Et au moment où je vous parle là, je peux vous dire qu'à notre niveau, au niveau de l'extérieur, vous allez voir, pour ce mois de juin, à partir de ce mois de juin, nous allons créer des coalitions tripartites pour aller à l'affrontement à l'égard du régime de Brazzaville. Et la RDC est avec nous, l'Angola sera avec nous parce que nos intérêts sont convergents, comme les intérêts de Kigali et de Brazzaville sont tout aussi convergents. C'est un peu comme disent les Américains, il y a l'axe du bien qui est l'axe Luanda, Brazzaville, Kinshasa, et l'axe du mal, Kigali et le Swaziland. Voilà la ligne de démarcation. Et en cela, nous pouvons avoir des alliés au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai cru comprendre, j'ai vu hier, j'ai suivi hier la session extraordinaire convoquée par les États-Unis suite à l'agression du M23. Et Kigali a été condamné, presque condamné. Ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience de la communauté internationale du caractère bellitiste, du caractère hégémonique et des turpitudes de Kagame. Et je l'avais dit sur votre plateau, il jouit d'une espèce d'impunité depuis qu'il y a eu ce fameux génocide contre les Tutsis. Et il fait de cela une espèce de victimisation permanente pour poser des actes répréhensibles contre les autres peuples, contre les autres pays. Nous devons démonter ce stratagème-là. Et en démontant ce stratagème-là, il nous faut neutraliser M. Sassou Nguesso, qui est devenu véritablement un virus dans la sous-région. Un véritable virus dans la sous-région. Alors, puisque vous parlez du Rwanda qui a été condamné pour ce qui se passe à l'est de la RDC, pourtant, dans le même temps, il y a le Royaume-Uni qui venait de conclure un accord avec le Rwanda pour envoyer les migrants, bien sûr, ou demandeurs d'asile vers le Rwanda qui devrait à son tour traiter ces dossiers-là. Et c'est un accord qui a valu d'ailleurs 144 millions d'euros à Paul Kagame. Est-ce qu'on peut parler là d'un commerce des humains finalement? Ça n'a rien à voir avec un accord sur les migrants. Mais même sur le plan de l'éthique, vous l'avez dit, c'est scandaleux, c'est gênant. Comment peut-on aller sceller une alliance, des accords avec une puissance pour qu'ils vous, moyennant de l'argent, pour qu'ils vous transmettent des êtres humains? C'est un trafic d'êtres humains. Surtout lorsqu'on sait que le Rwanda n'est pas un pays sûr, ce n'est pas un pays démocratique, c'est un pays qui a des antécédents des droits de l'homme. Comment on peut envoyer des migrants là-bas? J'ai lu entre-temps le reportage d'une députée du Danemark, danoise, qui est partie enquêter au Rwanda. J'ai posté ça sur mon mur. Et elle est revenue de là scandalisée et attirer l'attention de l'Union européenne pour dire, mais c'est un scandale. Comment peut-on prendre des êtres humains en ne respectant nullement la Convention de Genève et les envoyer dans un pays autocratique, moyennant de l'argent, et dont on sait pertinemment qu'est-ce qu'on fera de ces gens-là. Donc, sur le plan éthique, c'est condamnable. Sur le plan politique, comme j'ai dit, Kagame, il n'a pas d'état d'âme. Il se croit dans une espèce d'impunité et il tombe sur Boris Johnson, qui est aussi comme une espèce d'Uberlulu. Vous signez un accord pour envoyer ces gens, mais où partiront ces gens? Le Rwanda a un problème d'espace vital.
un petit pays d'une superficie de 26 000 km², mais avec Avec plus de une 13 millions population d'habitants. de près de 13 millions d'habitants. Alors, où est-ce qu'on mettra ces migrants? Alors, si chaque année, tel que nous le rapporte d'ailleurs un rapport où en 2021, il y a eu quelque chose de près de 30 000, sinon 28 000 migrants au Royaume-Uni. Ça, c'est en une année, de 2021. Ça suppose que cette année-ci, ça a doublé et l'année prochaine, ça va tripler, ainsi de suite. Alors, tout ce monde-là, on va les envoyer dans un petit pays qui a un souci de territoire. Est-ce qu'on peut penser que finalement, peut-être que Kagame va se servir aussi de ces terres que le Congo lui a cédées pour déverser ces migrants peut-être au Congo? Est-ce que Mais cela peut arriver? c'est pas du peut-être, c'est pas du peut-être, c'est ce qui va arriver. Parce qu'entre-temps, on a cru comprendre qu'il y a eu des attaques, soi-disant des djihadistes, qu'on a appris au niveau de l'Est là-bas. Parce que vous avez parlé de 28 000 en Oui, 2021. Où ils sont 28 000 partis ces gens-là? 2021. Où ils sont partis ces gens-là? Donc, ils sont partout dans la sous-région. Ils vont entrer. Raison pour laquelle je dis l'Angola et tous sont dans une crainte. Donc, ce cynisme de Paul Kagame devait non seulement conscientiser, mais nous mettre dans une situation de contre-offensive. Et Parce la que ces particularité, gens-là, pendant que vous êtes en train de le dire, la particularité dans cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni, c'est que les migrants des pays voisins sont exclus. Et donc, ce sont finalement les migrants, je vois un peu là les Pakistanais, les Afghans et autres, en fait, des populations qui n'ont rien en commun en termes de civilisation avec, par exemple, les Africains. Ce sont ces y a, migrants-là qu'on viendra déverser probablement au Congo-Brazzaville et exactement, ailleurs, parce qu'au Rwanda, le Rwanda ne peut plus contenir ce monde-là. mais pas du tout. C'est ça là où il y a encore un risque considérable. Non seulement ils n'ont pas d'espace vital, mais ils font venir des gens qui ne peuvent, entre guillemets, Pratiquement pas pas cohabiter s'assimiler, avec les pas Africains, bien cohabiter, entendu. parce qu'ils ont une culture qui est contraire à la nôtre. Ils sont dans une espèce de capacité comme ça de faire du prosélytisme à travers l'islam et autres religions. Donc, automatiquement, on importe encore une Le espèce terrorisme, alors. de terrorisme international djihadiste à travers Kagame et aujourd'hui Denis Sassou Nguesso. Donc, est-ce que nous sommes conscients du danger que représente cet homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso avec son nouvel ami qui s'appelle Paul Kagame? C'est hallucinant, pour laquelle je dis, nous devons sortir de nos réserves, de nos calculs plus ou moins. Non, il faut aller quasiment à l'affrontement avec ce monsieur, qu'on sache exactement. C'est comme si, après moi le déluge, avec M. Sassou Nguesso. Après moi le déluge. Et il est en train de créer les conditions du déluge du Congo. Il est en train de créer les conditions de la disparition du Congo. Monsieur Perrin, en RDC, ils sont presque 100 millions. Vous voyez avec quelles difficultés ils ont du mal à contrer les offensives à l'Est. Mais 5 millions d'habitants. On va disparaître, on va fuir nos pays. En un jour, oui, on va nous envahir, En bien un sûr. jour. Donc, c'est une situation extrêmement grave pour prendre cette ère solennelle. Alors, mais il y a un aspect qui me paraît Extrêmement un grave. peu ambigu dans cet accord toujours entre le Rwanda et le Royaume-Uni. C'est un accord, mais vraiment controversé. Hein. La société civile est montée au créneau. Au niveau, je crois, de l'ONU aussi, ça a été condamné. Mais Boris Johnson s'est maintenu. Alors, ils ont conclu l'accord avec le Rwanda, d'accord. Mais est-ce qu'on ne nous cache pas derrière un plan comme du genre Sahel? Est-ce qu'il n'y a pas un plan derrière, par exemple, de domination ou de recolonisation de la zone, c'est-à-dire à partir de ces migrants qu'on va envoyer en Afrique? Et comme je l'ai dit, ces migrants n'ont rien en commun avec les Africains. Que viendront-ils faire en Afrique? Est-ce qu'on ne va pas nous créer une autre situation, à l'instar du Sahel? On oublie souvent que le bassin du Congo, les Grands Lacs, c'est une centralité géostratégique.
qui concourent au leadership mondial. Je m'explique. Demain, les leaders mondiaux, pour être leader demain, il faut avoir la capacité de maîtriser les matières premières rares et stratégiques de la sous-région. Donc aujourd'hui, plus la sous-région est déstabilisée, mieux pour les multinationales occidentales, en tout cas des puissances irresponsables ou pas responsables, d'exploiter à bon prix et pour faire de leur pays des leaders. Donc ce que vous dites là, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Parce que ce qui me surprend dans cette affaire, monsieur, c'est le silence des grandes puissances. La France, n'oubliez pas que c'est Emmanuel Macron qui a imposé l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda à la tête de la francophonie, qui est un pays anglophone, le Rwanda. Pourtant, oui. Et la France est restée silencieuse dans cette affaire. Même aujourd'hui, dans l'affaire de l'Est de la RDC. Les États-Unis aussi ne s'impliquent pas trop, alors qu'eux, ils ont pour politique au niveau du département d'État, s'il y a deux ennemis systémiques, il y a la Chine, pour des raisons de leadership mondial, et il y a les islamistes, ce qu'ils appellent l'axe du mal. Mais là, leur allié, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui signe un accord avec le Rwanda pour nous envoyer des djihadistes potentiels, mais les États-Unis n'ont pas réagi. Et c'est cela qui est de plus en plus inquiétant. Et c'est là où à chaque fois, il faut creuser pour quel est l'agenda caché. Et pour maintenir leur zone d'influence avec cette sûr, bataille qui se déroule au savoir. niveau de l'Ukraine, et puis il va se poser finalement un problème d'énergie. Et comme qui dirait, celui qui contrôle l'énergie a le pouvoir, c'est la puissance normalement. Et comme de l'autre côté, on semble fermer toutes les vannes, alors ils vont finalement chercher à prendre encore de plus en plus contrôle de la zone Afrique. Mais bien sûr, c'est une centralité géostratégique majeure. Et lorsque vous avez des gens comme Denis Sassou Nguesso, pour le cas de notre pays, qui, à tort ou à raison, je veux dire, consciemment ou inconsciemment, je dirais plutôt consciemment ou inconsciemment, va comme ça sceller des alliances avec quelqu'un qui est devenu un danger pour la sous-région et les Grands Lacs, c'est-à-dire M. Kagame, capable de tout. Sassou Nguesso qui se prend pour le panafricanisme, il n'est pas scandalisé avec ces trafics d'êtres humains. Kagame qui se prend pour, je ne sais pas, aussi le panafricanisme, fier d'être africain, il n'est pas scandalisé. On ferme les yeux sur tout ça. Et nous sommes là en train de regarder, que ce soit à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur. Mais il y a quelque chose de plus grave, monsieur Christian Perrin. Parce qu'au-delà des opposants, parce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons, mais ce n'est pas un problème qui devait se poser au niveau que de l'opposition congolaise, ou des résistants, ou des gens qui contestent le pouvoir, même ceux qui sont au pouvoir. Moi, je connais plein qui m'écrivent, qui m'envoient des messages parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais je profite de votre micro et de votre média pour lancer un appel et les regarder dans les yeux. Et Ali Makamama Bélé, il ne doit plus se cacher derrière pour dire ma part. Non. Ça se va passer, le Congo va rester. Qu'est-ce que nous allons laisser à notre pays? Qu'est-ce que nous allons laisser léguer à nos enfants? Ce monsieur est devenu un danger pour le pays. Donc, ceux qui sont dans la fameuse majorité de Sassou Nguesso, ceux qui sont au PCT, ceux qui sont dans le système, qui nous écrivent, qui nous parlent, qui nous donnent les informations, moi, je veux qu'aujourd'hui, qu'ils montent au créneau. Parce que ce sont les intérêts supérieurs de la nation congolaise qui sont en danger. Et lorsque les intérêts supérieurs de la nation sont en danger, c'est toutes les forces vives de la nation. Et j'interpelle en même temps l'Église. Et l'Église, ce que je suis en train de voir en RDC là, je suis très heureux. Parce qu'aujourd'hui, depuis que le M23 a attaqué, toutes les forces vives de la nation en RDC, les opposants, ceux qui sont au pouvoir, les églises, se sont mis debout pour dire que ça ne passera pas. Et chez nous, on demande aux opposants de parler. Mais non, c'est un problème qui concerne la nation congolaise. C'est un problème qui concerne les terres congolaises. Si M. Sassou se reproche de rien, mais qu'il nous publie ses accords, il doit publier ses accords pour regarder si ces accords sont en conformité avec la Constitution. Si ces accords ne sont pas une perte de souveraineté de notre pays, si ces accords ne cachent pas des agendas cachés.
Oui, mais Voilà la question. le fait déjà de les cacher, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Ben voilà. Alors, nous allons donc boucler notre émission. Monsieur Guy Mafimba Motoki, je rappelle que vous êtes un opposant politique, résident en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cette émission? Que doivent faire les Congolais finalement pour, je ne sais pas, rattraper? Probablement que nous ne sommes pas encore arrivés au pire, mais comment faire pour que le pire n'arrive pas? Monsieur Perrin, les pères de l'indépendance ont fait leur boulot. Kaya, ils ont fait en sorte qu'on puisse retrouver la souveraineté nationale, même si elle était nominale. Et il est arrivé un moment où ceux qui ont pris le pouvoir après, nos papas, ont tenté, ont essayé de faire ce qu'ils ont pu faire. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de la conférence nationale, il y a des hommes politiques aussi, des cadres, des forces ont posé des actes pour qu'on puisse trouver notre système de régulation. Et depuis le coup d'État de M. Sassou Nguesso, plus de 23 ans aujourd'hui, ils peuvent monter, descendre. Personne ne peut aujourd'hui dire aux Congolais, expliquer aux Congolais que le Congo se porte mieux. Le Congo est, je dirais même pas la croisée des chemins parce que ça ne veut absolument rien dire. Nous sommes dans une situation où nous pouvons disparaître. J'insiste, nous pouvons disparaître en tant qu'État-nation. Nous venons tout à l'heure là, j'ai essayé d'apporter ces éléments. Et donc aujourd'hui, les intérêts supérieurs de la nation congolaise, sont en danger. Et lorsque les intérêts supérieurs de la nation sont en danger, ce sont toutes les forces vives de la nation. Je parle ni du pouvoir, ni de l'opposition, ni de qui que ce soit. Les églises, les jeunes, les pouvoirs, l'opposition, pour se dire, attention, qui est devenu aujourd'hui le facteur de déstabilisation, qui est aujourd'hui devenu une espèce de virus qui est en train de détruire l'État-nation congolais. On n'ira pas de gauche à droite, c'est M. Sassou Nguesso et son système. Alors, nous devons nous mettre ensemble pour arrêter cela. Parce que hier, quand on parlait, on dit oh non, on voulait prendre. Non, là, ce n'est pas qu'on veut prendre le pouvoir, on veut sauver le Congo. Nous devons sauver le Congo. Voilà le dernier mot que je voulais dire. Et en même temps, je terminerai en disant par rapport à cette situation, nous sommes en train de travailler. Ce mois de juin-là, nous allons prendre un certain nombre d'initiatives. Il y a des initiatives qui se font dans les coulisses, mais il y a des initiatives qui se feront de manière publique pour faire échec à cette énième tentative de destruction de l'État-nation du Congo par M. Sassou Nguesso à travers l'axe Kigali-Brazzaville. Merci, Monsieur Guy Mafimba Motoki. Je rappelle que vous êtes opposant politique congolais résident en France. J'espère que le message est bien passé auprès des Congolais. Il s'agit de sauver la nation, il s'agit de sauver le Congo qui est en danger et c'est une histoire de tout le monde, opposants ou ceux qui sont au pouvoir, mais aussi pour tous les Congolais, pour toute la société civile. En tout cas, le Congo est en danger. C'est maintenant ou jamais. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de le regretter et c'est maintenant qu'il faut sauver le Congo-Brazzaville. En tout cas, merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir prêté votre attention. Likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur ce canal TLR TV. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci.